Bonjour et bienvenue à cette édition. Le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance, c'est le thème de la rentrée des cours et tribunaux qui aura lieu ce matin sous la présidence du chef de l'État en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. La rentrée des cours et tribunaux, communément appelée la rentrée judiciaire, est un événement au cours duquel les acteurs du monde judiciaire font le bilan de l'année écoulée et tracent les perspectives pour l'année à venir. Pour plus de précisions, écoutons le secrétaire général de la Cour suprême, Nouhoum Boiré, au micro de Alousseni Touré. La rentrée judiciaire des cours et tribunaux est une tradition solennelle du monde judiciaire. C'est une occasion de faire l'ouverture officielle de l'année judiciaire et en même temps, c'est un moment de réflexion sur les orientations de la justice. On fixe le bilan de l'année écoulée et on présente le bilan d'abord de l'année écoulée et on fixe des priorités pour le renforcement de l'état de droit et la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire. Les thèmes choisis cette année s'intitule le contrôle juridictionnel des finances publiques, facteur de bonne gouvernance. Et le choix de ce thème répond aux exigences de l'actualité. Vous n'êtes pas sans savoir que la gestion des finances publiques est au cœur même de la gouvernance de tout État moderne. Donc, à travers le contrôle exercé par la Cour suprême, et particulièrement la section des comptes de la Cour suprême, constitue un rempart contre la mauvaise gestion, contre la corruption et le gaspillage des ressources publiques. Donc, nous avons mis en honneur ce thème pour rappeler que la transparence, la reddition des comptes sont des piliers de la bonne gouvernance. Donc, qui dit bonne gouvernance parle de transparence, parle de la répartition équitable des ressources publiques et parle aussi de la lutte contre la corruption et de la redevabilité. Donc le public y est convié et le thème a un intérêt aussi bien scientifique que pratique. À l'instant, le secrétaire général de la Cour suprême, Nouhoum Boiré, qui s'exprimait au micro de Alousseni Touré. Sur un tout autre registre, la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako a saisi hier après-midi une citerne illégalement parquée dans les rues de la cité du Niger. Contenant du carburant. Selon les informations reçues sur le terrain, le propriétaire ne dispose d'aucune autorisation pour mener cette activité. Il s'avère que ce sont des étrangers qui s'adonnent à de telles activités illégale. Fousseni Bamba est le directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako. Nous l'écoutons au micro de Youssouf Diakité. Nous avons reçu une information. Et cette information disant qu'il y a une activité qui s'est passée. Il y a des étrangers qui sont en train qui ont amené une citerne dans une rue, une citerne remplie d'essence et qu'ils sont en train de vendre vraiment à des citoyens. Donc, face à une telle information, nous avons envoyé une équipe pour venir vérifier l'information. Donc, arrivé sur les lieux, l'équipe est venue trouver qu'il y avait certains clients même qui étaient là, qui voulaient vraiment prendre leurs bidons. On a même vu les bidons vides ici. Donc, vous voyez que le pays traverse une crise actuellement, une crise de carburant. Les autorités sont en train de déployer tous les efforts vraiment pour pouvoir donner du carburant vraiment au peuple malien. Donc, si vous voyez qu'il y a d'autres qui sont vraiment dans les quartiers, qui essaient vraiment de faire de ces activités-là illégales, et nous qui sommes des services habilités vraiment à donner des autorisations, et nous n'avons pas été vraiment avertis. On n'était pas vraiment au courant de ça, parce qu'il faut savoir aussi que l'essence, c'est-à-dire le carburant, n'est pas comme les autres marchandises. Pour pouvoir faire l'activité de vente du carburant, il faut avoir les habilitations. Donc, ceux-ci n'ont pas des habilitations pour pouvoir le faire. Nous sommes là, c'est pour mettre fin à une telle activité illégale. Le dénonciateur qui a donné l'information parle vraiment de 40 000 francs les bidons de 20 litres. Ça, c'est une spéculation. Ça, c'est nettement supérieur vraiment au prix. Parce que l'essence, le prix officiel de l'essence, c'est 775 francs le litre. On va entamer une procédure à l'encontre vraiment de ceux qui se sont exposés à de telles activités illégales. Et appliquer la sanction et les sanctions les plus sévères. Nous sommes en train de tout faire pour vraiment trouver les voies et moyens pour sortir vraiment de cette crise-là. Ce n'est pas le moment que d'autres communautés vraiment viennent vraiment s'adonner à une telle activité illégale.
À l'instant, les explications du directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako, Fousseini Bamba. Cap sur l'innovation sécuritaire à Bamako. Je vous amène faire un tour à présent au Bamex. Le salon d'exposition de la défense et de la sécurité bat son plein au parc des expositions de Bamako. Cela à faveur des journées consacrées aux visites des stands. Les industriels turcs exposent dans les différents stands plusieurs autres types de matériel de sécurité, comme les drones de dernière génération, des gilets pare-balles militaires ou encore des lance-roquettes adaptés aux enjeux sécuritaires du moment. Arjumatina. Salon international de la défense et de la sécurité Bamex 2025, le génie créateur des industriels turcs en matière d'armement est perceptible dans les différents stands. On y trouve presque toutes sortes d'arsenal de sécurité, à commencer par des drones de dernière génération, adaptés aux enjeux sécuritaires du moment. Madina Keita interprète au niveau de la société turque STM. On a 3 types de drones qui sont actuellement là. Un drone armé avec les balles. Il y a la surveillance aussi avec caméra de nuit et de jour. Il y a un drone de reconnaissance de surveillance tactique. Amadou Diop interprète au niveau de la société turque Skydagger. 5 types de drones exposés pour cette fois. Leurs différences sont essentiellement en fonction de leur distance qu'ils peuvent parcourir et la charge qu'ils peuvent porter. C'est des drones à usage unique qui ont pour objectif identifier la cible et puis éliminer la cible. Des bombes balistiques adaptées au contexte actuel sont également exposées surtout par l'entreprise turque Esaev Technologies, spécialiste en la matière et reconnue mondialement. Ergan Seykin, président de la société turque Esaev Technologies. Des bombes de 60 mm, de 40-53 mm, de 155 mm, et à 122 mm et de 80 mm. Autre stand, autre innovation technologique et savoir-faire turc, des plaques balistiques pour les gilets pare-balles et l'arme permettant de lancer des obus et des grenades à des distances longues et précises. Sanoussi Djara interprète au niveau de la société turque Kale Kalip. La lancée maximale, elle peut atteindre jusqu'à 2 km. Mais la lancée unique, c'est-à-dire exacte, pour que ça détruise une cible, elle est de 1 km 500 mètres. Elle peut être utilisée sur les véhicules mobiles et les hélicoptères aussi. Sont aussi au rendez-vous de cette exposition Bamex Bamako 2025 des missiles roquettes made in Turkey, des munitions ultramodernes, performantes et fiables dans le domaine de la défense et de la sécurité. L'actualité dans l'espace AES juste après le générique qui suit. AES, actualité. Le président du Haut Conseil des collectivités du Mali a reçu en audience une délégation de l'agence burkinabé de l'électrification rurale conduite par son secrétaire général. La délégation burkinabé en séjour dans notre pays, accompagnée du PDG de l'Amader, était venue rendre une visite de courtoisie au président du Haut Conseil des collectivités et recueillir ses conseils et orientations. Le secrétaire général de l'agence burkinabé de l'électrification rurale, Dr Arjuma Sombié, à sa sortie d'audience, est interrogé par Mamadou Fane. Les deux pays partagent les mêmes visions, que ce soit au niveau politique, au niveau de la gouvernance, qu'au niveau du développement. La présente visite vise à renforcer les acquis qui ont été engrangés en 2024 dans le sens même de mobilisation des financements et bien sûr de partage d'expériences techniques en matière bien sûr d'électrification rurale. Il y a également le volet gestion bien sûr des ouvrages en milieu rural qui reste vraiment un défi majeur parce qu'une chose est de construire, une autre chose est bien sûr de pouvoir l'exploiter voilà, pour le bien-être des populations. Et nous souhaitons que les cadres d'échange que nous aurons avec notre structure serre Amader, nous aurons en tout cas capitalisé quelque chose voilà, qui va nous servir bien sûr aux deux pays d'aller de l'avant. La contribution du froid au développement en Afrique est au cœur d'une conférence internationale ouverte hier à Ouagadougou, organisée par l'Union des associations des acteurs de la réfrigération et de la climatisation en collaboration avec le gouvernement burkinabé. Cette première édition réunit des experts venus d'une vingtaine de pays. Durant 24 heures, ils vont réfléchir sur le thème « Le secteur du froid, un facteur nouveau avec des enjeux économiques, environnementaux et des libertés des peuples ». Compte rendu, Issoufou Ouedraogo de la radio du Burkina. Dans un contexte d'affirmation de la souveraineté,
Nourrir suffisamment sa population et protéger l'environnement sont devenus des enjeux essentiels pour les pays africains selon l'Union des associations des acteurs de la réfrigération et de la climatisation. Pour relever ces défis majeurs, le froid apparaît comme un levier stratégique, indique son président Madissa Kandé. Alors, cette conférence, qui est une première du genre en Afrique, vise à promouvoir le développement du secteur du froid pour soutenir le développement socio-économique, le froid étant un secteur stratégique et transversal pour permettre à nos pays de pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire tout en mitigeant les changements climatiques. Dans le but d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au Burkina, plusieurs initiatives ont été lancées, dont l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. Leur mise en œuvre effective requiert une maîtrise de la chaîne du froid, selon les chargés des missions représentant le ministre d'État en charge de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Arona Silla. J'accorde une place de choix à la mise en place d'une chaîne de froid aux standards internationaux et ancrée sur des solutions endogènes. À ce titre, j'apprécierai le retour d'expérience d'autres pays en Afrique dans ce domaine. Les participants à cette première édition de la conférence internationale pour la vulgarisation du froid en Afrique viennent d'une vingtaine de pays, dont le Maroc, la Tunisie, le Rwanda, le Nigeria, la Sierra Leone, le Ghana, l'Italie, ainsi que de l'AES. L'actualité cette fois-ci au Niger. Poursuivons sa tournée en profondeur à l'intérieur du pays. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani, est arrivé hier à Agadez. La délégation présidentielle a été accueillie au village d'Amtaltal par le gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibra Boulama Issa, ainsi qu'une population sortie massivement. On en sait plus avec Seini Ibrahim Karanta de la radio du Niger. De Tawa à Agadez, l'accueil populaire n'a pas faibli. À Tabalak, premier point de contact, la ferveur était déjà palpable. Toutes les couches sociales étaient représentées, drapeau en main, chants et danses à l'appui pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État. Puis, à Boukounou, à Balak, à Mataltal. À chaque étape, la même mobilisation avec cette fois des accents officiels. Gouverneurs, chefs traditionnels et religieux, tous présents pour accueillir le président et sa délégation avec dignité et honneur. Mais c'est à Agadez, capitale de l'Aïr, que l'apothéose fut atteinte. À l'entrée de la ville, une marée humaine. Sur les trottoirs, dans les ruelles, juste sur la tribune régionale, les Agadasawa sont sortis massivement saluer l'homme du 26 juillet. Le son traditionnel du bianou, rythmé par les youyous et les applaudissements, accompagne l'arrivée du cortège. Et comme un refrain désormais inscrit dans les habitudes, on scande avec ferveur Seychani, souhaitant la bienvenue au chef de l'État dans la pure tradition de l'Aïr. Actualité hors de nos frontières à présent au Sénégal. La rupture est-elle consommée entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko? Eh bien, depuis mardi soir, un duel politique s'est ouvert sur la question de qui doit diriger la coalition Diomaye Faye président, créée pour rassembler les soutiens à la candidature présidentielle de Bassirou Diomaye Faye en 2024. Les deux hommes ne sont pas d'accord et le font savoir publiquement, principalement par voie de communiqué officiel, donnant le temps des bras de fer ouverts. Mardi soir, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la démission d'Aïssatou Mbodj, proche d'Ousmane Sonko et dirigeante de la coalition présidentielle, pour la remplacer par Aminata Touré, conseillère spéciale du président et coordinatrice de sa campagne électorale en 2024. Aussi, Ousmane Sonko n'était pas présent au Conseil des ministres d'hier. Officiellement en congé jusqu'à lundi prochain, le chef du gouvernement avait pourtant assisté à une cérémonie avec l'armée sénégalaise en début de semaine. Son absence n'est donc pas passée inaperçue auprès des Sénégalais. Ousmane Sonko a également réagi en convoquant une réunion de son parti, le PASTEF qu'il dirige. Dans un communiqué, le bureau politique de PASTEF affirme que Bassirou Diomaye Faye n'a pas le pouvoir de démettre Aïssatou Mbodj car il n'est pas le président de cette coalition. Le PASTEF rejette également la candidature d'Aminata Touré, précisant qu'il ne partage ni les mêmes valeurs ni les mêmes principes. Un communiqué face auquel la présidence a gardé le silence. Au Cameroun, 16 morts et plus de 800 interpellations. C'est le bilan officiel des manifestations post-électorales
du mois dernier. Après la réélection pour un 8e mandat de Paul Biya au pouvoir depuis plus de 40 ans, le pays a été secoué par de violentes manifestations et une importante répression policière. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis 1 an en Algérie et au cœur d'une grave crise diplomatique entre Alger et Paris, a été gracié hier, mercredi. Une nouvelle évidemment très commentée dans le pays, notamment à l'Assemblée nationale, où un soulagement unanime s'est exprimé, ce qui n'empêche pas les polémiques et les débats. Le Soudan hausse le ton contre le Quartet, un format composé des États-Unis, des Émirats arabes unis, de l'Égypte et de l'Arabie saoudite pour la paix au Soudan. Nous ne reconnaîtrons pas ce format qui n'a pas été constitué à la suite d'une décision du Conseil national de sécurité, a indiqué le ministre soudanais des Affaires étrangères hier. Nous coordonnons nos positions avec nos frères au Caire, à Riyad et avec nos amis aux États-Unis de manière bilatérale, a-t-il poursuivi, affirmant que le Quartet n'est pas une structure officielle pour le Soudan. Et je vous l'annonçais dans les titres, aux États-Unis, après le vote de la Chambre des représentants par 222 voix contre et 209, Donald Trump a signé la loi mettant fin au shutdown dans le bureau ovale après plus de 40 jours de blocage. C'est l'épilogue de la paralysie budgétaire la plus longue de l'histoire des États-Unis. Au moment de signer, sous les acclamations des plus hauts cadres républicains, Donald Trump enfonce le clou. Si nous en sommes arrivés là, c'est à cause des démocrates, a-t-il déclaré. En Irak, le Premier ministre sortant Mohamed Shia al-Soudani proclame sa victoire à l'annonce des résultats préliminaires des élections législatives hier. Sa coalition pour la reconstruction et le développement a convaincu les électeurs dans la majorité des gouvernorats du centre et du sud de l'Irak. Et terminons par l'Israël. La violence des colons contre les Palestiniens en Cisjordanie inquiète jusqu'au plus haut sommet de l'État. Des lignes rouges ont été franchies, disent des hauts gradés de l'armée, mais aussi le président Isaac Herzog. Près de Tulkarem, aujourd'hui, un groupe de 200 colons a mené un raid contre la localité de Beit Lid. Des Palestiniens ont été blessés et des biens détruits. Les attaques contre les Palestiniens de Cisjordanie sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. En ce moment, en Israël, il est 9h passé de 19 minutes. Ici au Mali, 7h19 minutes. On parle sport à présent. La leçon du sport de ce jeudi porte sur les épreuves du pentathlon moderne. Mais avant, on parle Coupe du Monde des moins de 17 ans, Qatar 2025. Le Mali affronte au 16e de finale demain vendredi la Zambie. Et les matchs de barrage pour la Coupe du Monde 2026 démarrent aujourd'hui au Maroc. Voyons tout cela avec Abdul Karim Kaba. Football, le match de barrage pour la Coupe du Monde 2026 démarre aujourd'hui au Maroc. Le programme confirmé est le suivant. Nigeria-Gabon ouvrira le bal à partir de 17h heure locale, soit 16h GMT. Cameroun-République démocratique du Congo suivra à 19h GMT. Les vainqueurs se retrouveront ensuite en finale dimanche prochain à partir de 19h GMT sur la pelouse du stade Prince Héritier Moulay El Hassan. Le vainqueur de ce mini-tournoi de Rabat rejoindra le tournoi international de barrage prévu en mars 2026 où il représentera l'Afrique pour tenter de décrocher la 10e et dernière place qualificative pour la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour rappel, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. Toujours football, cette fois-ci chez les jeunes, c'est-à-dire la Coupe du Monde des moins de 17 ans, Qatar 2025. Le Mali affronte au 16e de finale demain vendredi la Zambie. Le programme prévoit entre autres rencontres, Portugal, Belgique, Suisse, Égypte, France, Colombie, Argentine, Mexique, Brésil jouera contre le Paraguay, les États-Unis affronteront le Maroc, le Sénégal sera face à l'Ouganda, le Japon jouera contre l'Afrique du Sud, l'Allemagne en découdra avec le Burkina Faso et l'Autriche sera face à la Tunisie. À présent, la leçon de sport du jour. La leçon de sport de ce jeudi porte sur les épreuves du pentathlon moderne. Comment les épreuves sont combinées? Quelles sont les tenues appropriées pour la pratique du pentathlon moderne? Isaac Tchenou nous en parle dans cette leçon de sport.
Composé de 5 disciplines sportives disputées sur une journée, le pentathlon moderne fait partie intégrante des Jeux Olympiques depuis 1912. Comment se pratique ce sport? Ismaël Lingani, président de la Fédération malienne du pentathlon moderne, explique. L'escrime avec l'épée, chaque athlète affronte tous les autres en duel d'1 minute. 2. La natation sur une distance de 200 mètres, nage libre et le plus vite que possible. Les obstacles, le laser run, course plus tir au pistolet laser. 4 boucles de 600 mètres de course à pied qui peut varier selon les catégories. Entre chaque boucle, l'athlète doit tirer 5 cibles en moins de 50 secondes. L'athlète qui franchit la ligne d'arrivée de laser run en premier remporte la compétition. Les équipements du pentathlon moderne sont assez particuliers. En ce qui concerne le matériel du pentathlon moderne, d'abord l'escrime. Nous avons besoin de l'épée, la tenue d'escrime, masque et gants. La natation, le maillot, les bonnets, les lunettes. En laser run, c'est-à-dire course et tir, nous avons besoin de pistolets laser, cible de laser et chaussures de course. Le parcours d'obstacles. Il y a le mur à grimper, filet à grimper, corde à grimper, barre de suspension, poutre d'équilibre. Sport emblématique des Jeux Olympiques, ce sport aux 5 épreuves connaît une renaissance spectaculaire avec l'abandon de l'équitation au profit d'un parcours d'obstacles marquant l'entrée définitive du pentathlon dans l'ère moderne. Ismaël Alingani. Ce qui concerne le remplacement de l'équitation par les obstacles, il a été constaté que l'équitation posait des problèmes d'agilité, de sécurité, de coût et de bien-être animal. Après les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, l'UIPM a décidé de tester une nouvelle épreuve plus accessible qui est les obstacles que nous connaissons généralement par des parcours de Ninja Warrior, combinant l'agilité, force, rapidité, coordination. Les types d'obstacles qui est généralement utilisé par l'UIPM, c'est généralement saut de barrière ou mur, rampement sous filet, équilibre sur poutre, action, corde à grimper, obstacle à franchir avec appui ou balancement, course avec changement de direction. Ces obstacles durent environ 90 secondes par course, en duel ou contre la montre. L'objectif est de terminer le parcours le plus vite possible sans chute ni erreur. L'une des caractéristiques les plus fascinantes du pentathlon moderne est la diversité de ses disciplines. Chaque composante met au défi l'athlète dans un aspect spécifique de ses compétences. Chronique judiciaire. Institution méconnue du grand public, le tribunal de commerce occupe pourtant une place essentielle dans la vie économique du pays. Cette juridiction spécialisée veille à trancher les différends qui opposent les commerçants, à superviser les procédures collectives lorsque les entreprises vacillent et à tenir le registre du commerce et des sociétés, véritable mémoire de la vie entrepreneuriale. Composé de magistrats aguerris présidé par un juge expérimenté, le tribunal de commerce incarne l'équilibre entre droit et économie, entre rigueur juridique et réalité des affaires. Mais comment saisir cette instance lorsqu'un litige survient? Quelle est la marche à suivre pour porter une affaire devant elle? Élément de réponse dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou. Faillite, dettes, différends entre sociétés sont bien souvent les dossiers inscrits au rôle du tribunal de commerce. Chaque jour, commerçants, artisans et dirigeants d'entreprises franchissent le seuil de cette juridiction. Les uns viennent y défendre une créance, les autres cherchent à préserver une activité fragilisée. Pour beaucoup, ce tribunal représente le dernier recours. Diara Kankou Sangaré, présidente du tribunal de commerce. Le rôle et la place du tribunal de commerce est déterminé par la loi relative à l'organisation judiciaire en République du Mali. Cette loi elle a été prise en décembre 2024. Dans cette loi, il est dit que le tribunal de commerce connaît les procédures relatives aux activités des commerçants. Les matières qui sont soumises à notre compétence sont les référés, qui sont les procédures d'urgence, et ensuite les procédures rapides, qui sont les injonctions des pays, les saisies conservatoires. Il y a l'autre nature qui sont les procédures du fonds. Et les procédures du fonds passent généralement par la mise en état. Et les affaires du fonds sont des affaires qui sont complexes. Et l'une des principales missions qui est liée à ces actes-là, c'est la tenue du registre du commerce et du crédit immobilier.
Dans ce registre, il y a toute l'information judiciaire. Et récemment, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, le gouvernement a pris un décret qui a institué le registre des bénéficiaires effectifs auprès du tribunal. Lorsqu'une entreprise traverse une période de turbulence, c'est fréquemment ici que se décide son avenir. Les procédures collectives, redressement ou liquidation judiciaire y sont examinées avec rigueur. Derrière chaque dossier se dessinent des salariés inquiets, des chefs d'entreprise éprouvés, des créanciers dans l'attente d'une issue équitable. Les juges, forts de leur expérience du monde des affaires, apportent au débat une approche pragmatique des réalités économiques. Avec la nouvelle loi relative à l'organisation judiciaire qui a été prise en 2024, ce sont les magistrats professionnels qui prennent les décisions. Mais avant cette loi, il y avait des juges consulaires qui faisaient partie de la composition du tribunal. Lorsqu'une entreprise sait qu'elle a des difficultés en cessation des paiements, et quand l'entreprise est en cessation des paiements, elle vient demander la liquidation des biens. C'est comme si elle vient demander qu'on mette fin à ses activités. Donc l'entreprise est prise en charge et le tribunal prend toutes les dispositions nécessaires pour que l'entreprise puisse passer à la liquidation des biens. Et au cours de cette procédure, nous sommes aidés par les experts. Quant à la procédure préventive, elle consiste pour une entreprise en difficulté, mais qui n'est pas en cessation des paiements, de venir demander un délai de paiement de ses créances, qu'on appelle couramment les dettes. Donc, elle peut venir au tribunal demander à ce qu'on lui accorde un délai pour pouvoir payer ses créances. Ce délai, légalement, si les parties ne se mettent pas d'accord par rapport au délai de paiement, ce délai légalement ne dépasse pas 2 ans. Pour le justiciable, souvent intimidé par cet univers de chiffres et de procédures, quelques précautions s'imposent pour anticiper les difficultés financières avant que la rupture ne devienne inévitable. Concernant les entreprises, les sociétés commerciales, elles doivent obligatoirement passer par l'office d'un avocat pour saisir le tribunal de commerce. Mais pour les personnes physiques, elles ne sont pas soumises à cette obligation de constituer un conseil. Je pense que les commerçants doivent beaucoup écrire. On dit que l'écriture est la reine des preuves, soit de le faire par acte sous seing privé ou de le faire devant notaire. Quand les sommes qui sont en jeu sont élevées, il est important de passer devant le notaire. Cela permet de préserver les intérêts de toutes les parties. Ainsi fonctionne cette institution discrète mais essentielle, un véritable tribunal de la réalité économique où chaque affaire reflète une aventure parfois dramatique, souvent instructive mais toujours profondément humaine. 7h30 pile, voilà l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir pour ce journal. Présentation, Moussa Papaïdara, tous les plaisirs étaient pour moi. Mise en onde bien assurée par Alou Koulibaly, réalisation, coordination Ousmane Dao. Et retrouvez ce journal sur nos différentes plateformes digitales grâce à Cheikh Abdelaziz Koulibaly. Merci à tous pour votre attention. Moussa Koulibaly se prépare de l'autre côté de la baie vitrée pour les avis et communiqués. En attendant, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Agréable journée à tous sur l'ORTM.